Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de l'émission. C'est l'heure du foot, un numéro consacré aujourd'hui, tout d'abord, à la Ligue des champions africaine avec nos deux représentants Mouloudia d'Alger et Chabab Riadid Belouizdad. La Coupe de la Confédération africaine dont les matchs sont en cours actuellement et au moment où on vous parle avec la GS Kabylie. Dans quelques instants, l'entente de Sétif qui débutera sans match du côté de Ain Al-Fawara. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur la 14e journée du championnat professionnel de Ligue 1 et la Ligue 2 qui sera à l'honneur aujourd'hui avec la présence du président de la Ligue professionnelle amateur. On dit professionnelle mais on dit aussi amateur parce qu'elle était l'année dernière, elle était professionnelle, elle est amateur. Les clubs peuvent prétendre encore à être professionnels s'ils arrivent à accéder la saison prochaine en Ligue 1. Nous avons bien sûr le plaisir d'avoir avec nous ce soir dans cette émission le président de la Ligue amateur de football, à savoir monsieur Ali Malek qui est avec nous, qui a accepté notre invitation. Monsieur Ali Malek, bien le bonsoir, heureux de vous avoir parmi nous. Le plaisir est partagé. Je vous remercie pour l'invitation. Ça se passe comment pour vous actuellement ça se passe avec l'entame du championnat? Ça se passe pas. Je pense que ça se passe dans de très excellentes conditions. Et puis on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette émission. Également présent avec nous, le retour de Abdelnour Kawa qu'on retrouve avec plaisir. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir mon ami, et très heureux de retrouver notre ami Ali Malek qui est une très vieille connaissance. Et bonsoir à notre ami également Saïd Fellak. Et voilà, des présentations sont faites. Saïd Fellak, bien le bonsoir. Il est avec nous aujourd'hui pour la première partie de l'émission. Bonsoir Hakim et bonsoir aux amis téléspectateurs. On est heureux d'être avec vous Hakim, ça faisait longtemps donc... le plaisir est partagé. Bien, de retrouver le plateau. Bienvenue à vous sur ce plateau. Et puis tout à l'heure, nous retrouverons bien sûr le docteur Bichari pour parler bien sûr des litiges donc arbitrales, ce qui s'est passé ce week-end dans les matchs de football. Allez, sans trop nous attarder, on va démarrer tout d'abord par parler de la Ligue des champions africaine avec nos deux représentants, Saïd Fellek, à commencer par le Mouloudia d'Alger. Donc le Mouloudia qui jouera donc son match de la deuxième journée face à l'Espérance de Tunis. C'est un match important et un grand match en perspective. Ce sera au stade du 5 juillet ce mardi à partir de 20h. Un match dommage, on aurait aimé la présence des supporters, mais comme tout le monde sait, exactement un match, un si beau match donc face à cette équipe tunisienne. Du côté du Mouloudia d'Alger, on prépare sereinement cette partie avec quelques retours aussi de blessures, Benadjia, Bourdim. Donc je pense que l'équipe mouloudienne est fin prête pour ce match. Entre parenthèses, on parle également du départ de Djabou. Le départ est acté. Acté, officialisé, oui. Il y a eu la résiliation de son contrat la semaine passée. Donc Djabou qui n'a, il faut le dire, il n'a pas donné peut-être le plus qu'on attendait de lui. Il n'a pas su peut-être s'imposer. Oui, beaucoup de blessures. Un petit peu, avec l'arrêt du championnat, ça l'a un petit peu freiné aussi. Donc, et on sait aussi que la concurrence est rude au sein du Mouloudia d'Alger. Dans le même registre, on retrouve un Bourdim. Donc, Djabou n'a jamais eu peut-être véritablement les clés du jeu mouloudéen. C'est ce qui fait que peut-être il a su, ou plutôt il sait que son départ est plus bénéfique pour le club et bénéfique pour lui aussi, peut-être pour rebondir ailleurs. On parle de lui de retour du côté de l'entente Sétif. Oui. Mais mis à part ce départ-là, je pense que tout est offert aussi pour le Mouloudia en vue de cette partie. Sur le plan résultat, match nul, 0-0 match aller, match retour capital pour le Mouloudia d'Alger, Abdelnour. Tout est possible encore pour le Mouloudia. Évidemment, rien n'est encore joué. Bon, ils font un bon match nul. Pardon, match aller, non, c'est un format de groupe, Hakim. Oui, format de groupe. Il y a eu le match 0 partout face au Zamalek. Et il y a le match face à l'Espérance de Tunis, donc ce mardi, deuxième journée. C'est un match évidemment qui est très important pour la suite du classement. S'ils veulent rester dans la course, ils sont obligés d'avoir les 3 points à domicile. Et éventuellement, lors de leur prochaine journée qui doit se dérouler au Sénégal, également essayer d'avoir un résultat positif. C'est la seule manière de pouvoir rester dans le groupe des deux équipes qualifiées pour le quart de finale. Absolument. Président, pour vous, le Mouloudia d'Alger, très rapidement. Je pense que j'ai eu le plaisir de les accompagner au match avec le Zamalek. Ils sont brillamment défendus. Ce qui les attend mardi prochain, comme l'a dit Abdelnour, c'est l'obligation
d'empocher les 3 points. Ils ont le match entre les mains. Même si par malheur ils n'arrivent pas à empocher les 3 points, je pense que même un point, ça deviendra difficile. Ça sera plus difficile, mais je souhaite une victoire, Inch'Allah. Vous disiez Saïd? Non, je disais, on parle quand même de l'Espérance de Tunis, hein, ce n'est pas rien. C'est l'un des grands clubs d'Afrique. Récemment, il a remporté la Ligue des champions africaine, donc c'est un adversaire très, très redoutable, très coriace, pardon. Donc pour le Mouloudia d'Alger, évidemment, une victoire, elle serait la bienvenue si le Mouloudia veut réellement se qualifier pour les huitièmes de finale. Autre club qui représente l'Algérie donc à cette compétition prestigieuse, c'est le Chabab Riadi de Belouizdad. 20 ans après son retour sur le plan continental, ils ont réussi à faire un match nul lors de leur dernier match 0-0. Là, ça se complique peut-être pour eux puisqu'ils vont être obligés de jouer à l'extérieur. En effet, donc après un match nul 0 partout au Congo face au TP Mazembe, qui n'est plus à présenter, exactement. Le CRB devait préparer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le Mouloudia prépare sereinement son match face à l'Espérance de Tunis, parce que de l'autre côté, le CRB Belouizdad peine à préparer dans les meilleures conditions ce match face au Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. Et le match, justement, qui devait se dérouler ce mardi au stade du 5 juillet à 14h est reporté. Il se jouera en principe donc le 28 janvier, le 28 février, dimanche prochain donc, et ça sera en Tanzanie s'il n'y a pas une autre mauvaise surprise, puisque le match le CRB était dans l'obligation de trouver un pays neutre, pour un terrain neutre donc pour ce match, sachant que la commission plutôt scientifique chargée du suivi de l'épidémie du coronavirus n'a pas voulu autoriser le déroulement de cette partie en Algérie en raison du variant sud-africain. Il faut bien expliquer les choses. En Afrique du Sud, il y a ce variant qui fait des ravages en ce moment depuis quelques semaines aussi. Et du côté de la commission, de la dite commission, on préfère ne pas prendre de risque du tout. Donc cette équipe sud-africaine n'a pas été autorisée à entrer sur le territoire. Donc le match, le CRB avait sollicité la fédération soudanaise pour que le match se joue au Soudan à Khartoum. Mais finalement, vu que la fédération soudanaise temporisait avant de répondre, le CRB, qui avait 24 heures seulement pour officialiser le lieu de la tenue de cette partie, ou sinon il y avait le report, plutôt l'élimination, le forfait du CRB pour ce match. Et finalement, donc, il y a eu l'accord de la fédération tanzanienne. Le match se jouera donc dimanche prochain à Dar es Salaam. Président, bonne ou mauvaise décision de délocaliser ce match? Déjà sur le plan sanitaire pour l'Algérie, c'est bon. En tant qu'individu, on peut commenter, mais je pense que nul n'est qualifié à commenter une telle décision. C'est des spécialistes de la santé, c'est l'État qui a décidé, ils connaissent les raisons. En tant qu'individu, je pourrais dire qu'elle est mauvaise pour notre représentant, mais je pense qu'ils connaissent mieux la réalité de cette maladie. Et donc, on ne peut que souhaiter au Chabab de Belouizdad de faire un bon résultat à Dar es Salaam. Abdelnour, sur le plan footballistique maintenant, pour le Chabab Riadi de Belouizdad, même si, dommage, ils sont obligés de jouer à l'extérieur, mais ça reste quand même une équipe très compétitive qui est capable d'aller chercher... Tout d'abord, cela pénalise le CRB. Oui, déjà, avant tout. Ça va être un match à l'extérieur. Bon, ils jouent contre une équipe qui n'est pas facile à manier. Bon, maintenant, si la décision du match qui doit se dérouler en Tanzanie est maintenue. Donc on attend juste la confirmation de la CAF. Voilà. Donc ils attendent cette confirmation, ils pourront le préparer sereinement. C'est sûr que ça va être très difficile pour eux parce que ça va être un match à l'extérieur. Mais maintenant, moi je dis que ce soit pour le CRB, le Mouloudia, ou on va en parler tout à l'heure pour la JSK et l'Entente, si on veut aller loin dans cette aventure africaine, il faut passer, même si ce sont des matchs très difficiles à jouer, il faut quand même se surpasser pour
pour essayer d'aller le plus loin possible. Oui, oui. Et en plus, comme on est en train de me dire, donc c'est des décisions donc, qui sont prises pour le bien-être de la population. Voilà, de la population avant les résultats sportifs. Bien sûr, c'est pour le bien-être de la population. De toutes les façons, c'est une année exceptionnelle. Hein. Voilà. Maintenant, quand on parle du CRB dans cette Coupe d'Afrique, on peut également parler du championnat qui est en train de se dérouler à huis clos. Donc, ce sont des circonstances exceptionnelles. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette maladie puisse disparaître à tout jamais et puis qu'on puisse retrouver un peu comme un match comme celui du Mouloudia de mardi moi, je suis certain que s'il n'y avait pas eu ce problème de Covid, ça aurait été un match à 80 000 spectateurs. Ben, c'est sûr. Et là, tout sera différent dans ce cas-là. Et c'est idem pour les deux autres représentants algériens, Saïd Fellek en compétition continentale, à savoir la Coupe de la Confédération africaine, a commencé par la GS Kabylie qui est en train de jouer 100 matchs pour l'instant. Et je pense que... Et qui mène. Voilà. Je ne sais pas si on a les images, si on peut avoir les quelques images de la rencontre qui se déroule au stade du 1er novembre à Tizi Ouzou. GS Kabylie face à l'équipe du Stade malien. Et la GSK donc qui mène depuis la 4e minute, but signé Souyed. C'est la mi-temps pour l'instant du match GSK face à l'équipe. Non, c'est pas normalement ils ont repris. Alors c'est la fin du match par contre. On joue les 10 dernières minutes et pour l'instant je confirme que la GSK mène toujours un but à 0 et donc la GSK est qualifiée pour le tour suivant, pour la phase des poules, sachant qu'elle s'était inclinée au match. Il reste encore 10 minutes. Il reste encore 10 minutes, voilà. Ça va être très difficile à gérer parce que si jamais ils encaissent un but, c'est fini. C'est fini. Donc, il faudra l'emporter. L'idéal, c'est qu'ils puissent marquer un deuxième but. Voilà. Exactement, pour se rassurer. Se mettre à l'abri. Et pour l'instant, donc la GSK est qualifiée grâce à ce but signé en début de match par Souyed, donc le défenseur central. La GSK, il faut rappeler que cette équipe, la GSK, s'est inclinée au match aller, donc deux buts à 1, avec un deuxième but du Stade malien signé dans le temps additionnel sur penalty. La GSK, donc, face à cette équipe malienne, il faut rappeler que ce match était menacé, lui aussi, puisque l'équipe malienne est arrivée ce matin. Qui est arrivé à 5 h du matin à Alger, puis a rallié directement par bus donc la ville de Tizi Ouzou. Donc les joueurs maliens sont arrivés à 6 h du matin, donc le temps de bien récupérer et d'être prêt pour ce match qui a été, donc le coup d'envoi était à 16 h. Mais pour l'instant, je pense que le Stade malien tient le coup, même s'ils sont éliminés pour le moment. Mais à 1-0, il suffit qu'il marque un but pour passer. Donc il faudra faire attention pour la GSK. On va suivre donc au cours de cette émission le résultat de ce match. Voilà le résultat de ce match. Et en même temps, tout à l'heure, on parlera également du coup d'envoi de la rencontre entre l'Entente de Sétif qui jouera également au stade du UME 45. Donc la GS Kabylie qui joue un petit peu avec le feu dans ce match. Ils mènent 1-0. Mais ils étaient en train de jouer un petit peu avec le feu. On va voir les quelques images de cette rencontre avant le coup de sifflet final, parce que je pense que ce sera vers 18 h 45. Voilà, il ne reste pas beaucoup de temps à jouer. Pour l'instant, la GSK qui mène toujours 1-0 face à cette équipe. Donc, 82e minute de jeu, c'est bien parti pour les protégés de Shérif Mellel, mais également de Lavagne, qui est en train de faire un excellent travail depuis son arrivée, Saïd. Tout à fait, Denis Lavagne qui a remplacé donc, au pied levé Bouzidi est en train d'aligner de bonnes performances en championnat, mais aussi en Coupe d'Afrique. Bon, il y a eu cette défaite, on le disait, ce penalty en toute fin de match qui a faussé un petit peu les calculs du coach et de l'équipe de la GSK. Mais pour l'instant, on voit les images, donc la GSK est qualifiée. Mais vous le disiez, Hakim, la GSK qui joue avec le feu, puisqu'il suffit que le Stade malien égalise et ça sera à la GSK de marquer un deuxième but pour égaliser au terme des deux rencontres. Président, pour la GS Kabylie, également un club mythique, grand club algérien du football, qui a le plus grand nombre peut-être de titres continental, est en train de revenir sur la scène continentale. Effectivement, c'est trop demandé à la GSK, que ces dernières années, nous l'avons perdu de vue, du point de vue résultat. Je pense qu'ils sont en train de revenir doucement, mais sûrement. C'est tout le bien que nous souhaitons, c'est de maintenir le résultat d'un but à 0 jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Ils auront tout le temps de se préparer en tout point de vue pour les poules. Eh ben, c'est tout le mal qu'on souhaite. On rappellera que les poules, le tirage au sort aura lieu donc demain. Vous voulez rajouter un truc, Abdelnour, avant de passer à l'entente? Tout simplement, justement, puisqu'on est en train de parler de la Coupe d'Afrique et de la Champions League et de la Coupe de la CAF,
On l'avait dit tout à l'heure en aparté, nos 4 représentants, à savoir la JSK, qui est le club le plus titré, qui arrive en 2e position en l'entente, avec la Ligue des champions africaine 2014. Ensuite, il y a le Moulouzia et le Serbé. Donc, ce sont les 4 clubs les plus titrés en Algérie qui sont qualifiés dans ces compétitions. Et tant mieux pour le football algérien. L'Entente de Sétif, pour sa part, qui a fait une très très bonne opération en s'imposant au match aller, on va dire entre parenthèses, a pratiquement un pied en phase de poule. On va dire que l'Entente est bien partie pour se qualifier pour la phase des poules grâce à sa victoire. Et face à un grand club du Ghana, l'Ashanti Kotoko, donc victoire 2-1, l'Entente qui était menée au score et qui a réussi à égaliser, puis à prendre un avantage définitif. Une victoire à l'extérieur, ça fait toujours du bien et ça permet aux Noirs et Blancs d'envisager ce match retour. Ce match retour dans de meilleures conditions, sachant que le coup d'envoi est prévu à 18h, Hakim. Et on rappellera donc encore une fois que le tirage au sort de la phase de poule donc aura lieu ce lundi à partir de 14h au Caire, en Égypte. Hormis le tenant du titre, le RC Berkane, l'équipe marocaine, qualifiée d'office pour la phase de groupe de l'édition actuelle. 15 places donc restent à pourvoir afin de compléter le quota des 4 groupes et des 4 équipes. L'Algérie est représentée dans cette épreuve, on le rappelle encore une fois, par l'Entente de Sétif et la GS Kabylie. On vous donnera bien sûr donc les informations sur le match de l'Entente de Sétif dès qu'il démarra, puisque l'Entente de Sétif s'était imposée 2-1 lors du match aller, et la GS Kabylie qui est en phase de se qualifier pour donc cette phase de poule. Allez, on passe au vert, on va parler des Fennecs, on va parler des joueurs algériens évoluant en Europe et bien sûr des U17 ans. On en parle bien sûr juste après le jingle. Allez les Verts. Allez, Saïd Fellak, on va démarrer rapidement pour cette partie consacrée au Vert, au Fennec. On commencera par le jeune Ismaïl Ben Nasser, Milan AC, un retour. C'est ce que j'ai titré, un retour raté pour Ben Nasser qui rechute encore une fois. Un retour raté puisque Ben Nasser, qui souffrait d'une blessure donc musculaire, avait fait son retour à la compétition jeudi dernier donc en Europa League face à l'Étoile Rouge de Belgrade, mais Ismaïl Ben Nasser est sorti en cours de match. On voit les images de sa sortie. Donc Ismaïl Ben Nasser, on craignait le pire pour ce joueur, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe du Milan AC, mais aussi de l'équipe nationale, en prévision des prochaines échéances. Mais fort heureusement, son entraîneur Pioli a rassuré tout le monde en disant qu'il n'avait pas fait de rechute, que c'était une petite blessure musculaire aussi, mais qu'il allait retrouver très bientôt donc les terrains. Donc ça sera une absence d'une dizaine de jours pour Ismaïl Ben Nasser, qui n'a pas joué malheureusement donc le derby. Quel derby face à l'Inter de Milan. Donc, on peut se rassurer que sa blessure n'est pas trop grave. Eh ben, c'est tout ce qu'on espère pour ce jeune joueur pétri de qualité. Autre reprise, celle de Raïs Mboulhi, qui lui aussi a été blessé et qui revient. Raïs Mboulhi, donc, qui était absent pendant 1 mois et demi, une blessure assez méchante, et qui revient donc à l'entraînement depuis quelques matchs. Il devrait, plutôt depuis quelques jours, et qui devrait très rapidement retrouver son poste de titulaire au sein de son équipe d'El Tifaq de l'Arabie Saoudite. Et Raïs Mboulhi, évidemment, on le connaît, on connaît sa capacité et ses qualités plutôt. Il sera de retour peut-être au bon moment, puisqu'on rappelle qu'il y a le stage de l'équipe nationale, ça sera au mois de mars. Prochain, juste avant les deux confrontations. Voilà, il y aura les 2 confrontations face à la Zambie et face au Botswana. Voilà, donc un déplacement en Zambie et à la réception du Botswana. 2 matchs qui comptent pour du beurre, puisqu'on est déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique. Mais ça sera l'occasion pour Djemal Belmadi de tester peut-être d'autres joueurs. Et bien justement, on parle de Delors, peut-être à la place de Raïs Mboulhi pour les 2 prochains matchs qui sont en jeu. Delors, on dit. Oukidja, pardon. Pourquoi pas, on dit Delors dans les buts, c'est un buteur. Donc il arrivera peut-être à arrêter les buts, lui qui en marque souvent. Il arrivera peut-être à en arrêter. Plutôt Oukidja, pardon. On va lui dire que Hakim... Voilà.
te vois bien en tant que gardien de but, voilà, pour tester. Donc, ce sera l'occasion, évidemment, pour effectivement Hakim, pour Okidja, peut-être de jouer et d'aligner, peut-être d'être le numéro 1 lors de ces deux matchs, sachant qu'Okidja réalise une saison énorme avec le FC Metz en Liga. Je vais revenir à vous dans quelques instants. Youssef Attal, lui aussi, reprise, lui qui est très très chétif, ce jeune joueur qui se blesse très souvent. Reprise de Youssef Attal. Youssef Attal, donc, qui était blessé une nouvelle fois, c'est une saison à oublier pour Youssef Attal, blessé depuis quelques semaines et qui est de retour à l'entraînement donc cette semaine. Et devrait, donc il n'a pas joué aujourd'hui, il devrait être là lors du prochain match de l'OGC Nice. Mais je voudrais surtout parler de sa forme, de ses blessures à répétition, de ses blessures musculaires. Il faut savoir que Youssef Attal, cette saison, n'a disputé que 10 matchs. Et 4 en tant que titulaire pour un joueur qui était en plein boom, et on le voyait dans les plus grands clubs européens, notamment après sa première saison très très réussie avec l'OGC Nice. Mais malheureusement, ses pépins physiques semblaient un petit peu lui jouer un mauvais tour. Et Djemal Belmadi, on a parlé à maintes reprises sur Youssef Attal, sur son hygiène de vie. Il disait, Djemal Belmadi, on voyait faire attention. Exactement. Voilà. Donc je pense que Youssef Attal doit un petit peu se remettre en question et travailler un peu plus pour oublier justement ses blessures. Meilleur joueur du mois de janvier en Ligue 1 française, Boulaya, qui fait sensation. Donc Boulaya, exactement, Faïd Boulaya, qui fait sensation. On parlait de Okidja qui joue au FC Metz, son compère aussi Faïd Boulaya, qui excelle cette saison en Ligue 1 française, on le voit à l'image, donc qui est avec son club du FC Metz. Il faut savoir que Faïd Boulaya était en compétition pour le titre du trophée du meilleur joueur de Ligue 1 du mois de janvier. Et il était en concurrence avec Neymar et Kevin Volland, donc l'attaquant de Monaco. Et c'est l'international algérien qui décroche donc ce trophée. C'est encourageant pour lui et c'est valorisant aussi pour sa saison. Et tant mieux pour Belmadi. Heureusement, et devancer Neymar, ce n'est pas rien. C'est pas rien. Neymar, lui aussi, il a un problème d'hygiène de vie. Voilà, d'hygiène de vie. Il est souvent blessé. Exact. Ça, on le sait. Allez, on termine avec Riyad Mahrez, buteur. Boulaya qui a été, tout à l'heure, je voyais, passeur décisif. Voilà, avec son club. Donc, il continue. Donc il continue de briller face à l'OGC Nice. On parlait de Attal, Boulaya qui est en train de réaliser une excellente saison. Allez, on termine avec Riyad Mahrez, buteur mercredi dernier et aligné par Pep Guardiola pour le match de ce soir. J'essaie de voir le résultat. Donc pour l'instant, à la 23e minute de jeu, Manchester City mène devant Arsenal et... Qui a donné la passe décisive? C'est Riyad Mahrez. Voilà, le petit Riri. Voilà, exactement, Riyad Mahrez qui a marqué mercredi dernier face à Everton, un match en retard. Superbe but. Et c'était l'occasion pour Riyad de retrouver les filets. Et on est heureux de voir Riyad Mahrez jouer et marquer et donner des passes décisives. Et encore, on disait tout à l'heure, à quelques semaines du prochain stage de l'équipe nationale, ça fait toujours plaisir de retrouver les joueurs internationaux. Ça va les motiver un petit peu. Voilà, au top de leur forme. Voilà. Allez, bon, on va revenir au match de la GS Kabylie, stade du 1er novembre, la dernière minute de jeu. Quel est le score pour l'instant? C'est 1-0, alors qu'on voit encore attaquer cette réalisation. Non, le ballon qui est sorti par le gardien de but de cette équipe du stade malien. L'occasion pour la GS Kabylie qui récupère le ballon. Alors, grosse faute. Monsieur Bichari, qui est de l'autre côté, nous dira tout à l'heure si oui ou non il y avait carton. On va suivre ces dernières minutes de ce match entre la GS Kabylie et le stade malien. Pour l'instant, toujours ce score d'1-0 en faveur. Dernière seconde de la GS Kabylie. Il reste 20 secondes. Voilà, 20 secondes pour cette dernière occasion. Le stade malien qui est en train de tout jeter vers l'avant pour tenter de niveler la marque, pourquoi pas d'égaliser afin de se qualifier. Voilà, c'est fini avec la qualification de la GS Kabylie face à l'équipe du stade malien sur le score de 2 buts partout, mais avantage à la GS Kabylie qui a marqué un but à l'extérieur compte double en cas d'égalisation, et la GS Kabylie qui l'emporte
sur le score donc de 3-2, on va dire en gros, hein, c'est ça, c'est 3-2. Voilà, En gros, bon, si, on on va arrondir peut un peu dire les ça. choses. Voilà. 1-0, mais ça fait 3-2 L'essentiel face est là. au Stade Malien. Hakim, l'essentiel est là, c'est la qualification et ça fait donc le troisième représentant donc qualifié pour la phase des poules. Bon, il y a le CRB, le CRB, le en Ligue des Mouloudia. Champions. Et il y aura, Inch'Allah, tout à l'heure, donc l'entente décisive. Et moi, je ne veux pas être à la place de Madouar. De Madouar, oui. Puisqu'il aura empilé les matchs en retard. Exactement. Voilà. Un problème que ne devrait pas rencontrer notre invité, puisqu'il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match en Ligue 2. Merci Saïd Fellek. Je reviens le temps de vous laisser partir. Je reviens à vous, messieurs. On a parlé des internationaux très rapidement, le temps que notre ami Saïd Fellek, bien sûr, nous quitte pour retrouver tout à l'heure Bichari. Sur les joueurs internationaux, Ben Nasser, Mboulhi, Attal, Boulaya, Mahrez, pour ne parler que de ceux dont on a parlé aujourd'hui. Président, un avis très rapidement sur les internationaux. Ce sont des piliers de l'équipe nationale, surtout des piliers de l'avenir. L'équipe nationale repose sur eux compte tenu de leur âge. Je pense que, surtout pour Attal, il doit être un établissement pour qu'il puisse revenir et travailler plus en circulation pour donc se protéger. Mahrez, il brille, c'est un plaisir de le voir jouer, surtout en prévision des éliminatoires de la Coupe du Monde en septembre prochain. Nous lui souhaitons tout le bonheur pour qu'il puisse mener son équipe, notre équipe, de très bons résultats pour qu'on puisse se qualifier pour le mondial du Qatar. Abdelnour Kawa, très rapidement également pour ces joueurs. Ça fait toujours plaisir d'avoir de bonnes nouvelles de ces joueurs. Ils sont en pleine forme. C'est tant mieux. Bon, maintenant, je reviens juste 2 minutes sur le cas de Mboulhi. Mboulhi, c'est vrai qu'il sort d'une longue période d'absence. Il faut pas oublier que nous sommes déjà qualifiés en Coupe d'Afrique des Nations. En Coupe d'Afrique. Moi, je pense, connaissant un peu notre entraîneur national, je pense qu'il va faire quand même tourner l'équipe pour essayer de donner beaucoup plus de temps de jeu à certains joueurs et principalement peut-être au Kidja. Donc le reste des joueurs connaissent leur forme. Et tenter peut-être d'autres variantes également. Absolument, d'autres variantes, mais bien sûr. Donc il y a des nouveaux joueurs. Il est en train d'élargir également son champ de prospection pour essayer d'avoir un maximum de bons joueurs pour les qualifications de la Coupe du Monde. Et c'est tant mieux pour nous. C'est tant mieux pour nous, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et puis on terminera cette partie consacrée à l'équipe nationale avec la Coupe d'Afrique des Nations des U17 ans. Tirage au sort le 24 février en Mauritanie. La sélection algérienne des moins de 17 ans sera fixée sur ses prochains adversaires en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des U17 qui se déroulera, on vous le rappelle, donc au Maroc. Alors donc hormis le pays hôte, le Maroc, qui est versé dans le chapeau A, est placé dans la position A1. Le Cameroun, détenteur du trophée, et le Nigeria, l'équipe classée 4e de la dernière édition, seront respectivement dans le chapeau B et C au niveau 1, dans la position B1 et B2. La Tanzanie, le Sénégal, l'Ouganda, les équipes qualifiées à la phase finale de la dernière édition, mais éliminées au match de groupe, seront au niveau 2. L'Algérie et les 6 autres clubs seront dans le pot 3, à savoir en compagnie de l'Afrique du Sud, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Zambie. On risque d'avoir le Maroc, le Cameroun, le Nigeria, la Tanzanie, le Sénégal ou l'Ouganda. Oui, pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, le plus important à dire, c'est que cette équipe a réussi quand même à se qualifier, contrairement aux différentes catégories qui n'ont pas réussi leur pari. Les 23, les U19. Maintenant, ils sont qualifiés. Là, on attend le tirage au sort. Maintenant, peu importe le tirage au sort. C'est sûr qu'on aurait voulu avoir des équipes à égal niveau, même si maintenant, on ne doit pas participer uniquement pour participer. Il faut essayer de faire les meilleurs matchs possibles pour asseoir un peu cette qualification. Président, 17 ans, c'est des jeunes dans ces catégories, les valeurs des clubs, comme vous dites, telle équipe, et les équipes champions, deuxième, au classement quatrième. Ce n'est plus les mêmes joueurs, donc tout reprend à zéro. Donc il faut avoir du cœur, il faut bien préparer le groupe. Et comment dirais-je, les valeurs des autres sélections,
on les verra sur le terrain. Eh ben, c'est tout le mal qu'on souhaite également à cette jeune catégorie qui est les U17. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Bichari qui nous a rejoint pour la deuxième partie de l'émission puisqu'on va parler dans quelques instants de la Ligue 1. Dr Bichari, bien le bonsoir, merci. C'est le plaisir pour moi d'être avec vous comme d'habitude, Monsieur Kawa. Ça me fait plaisir de vous revoir une autre fois. Et je dirais toujours mon président, depuis mon jeune enfance que j'ai commencé l'arbitrage, il était mon président au niveau de la Ligue régionale d'Alger. Maintenant, il est président de la Ligue amateur. Ça me fait plaisir d'être à ses côtés. Eh ben, le plaisir est pour nous aussi de vous avoir tous avec nous. On reste en famille. On reste en famille. Moi, je voulais juste revenir sur une question avant d'entamer la Ligue 1, puisque là, ça va défiler très rapidement. Je voulais profiter de ce moment pour vous poser la question. Comment ça s'est passé concrètement pour organiser le championnat de la Ligue 2? Vous êtes président de la Ligue amateur de football. 3 groupes. 12 équipes par groupe. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est fait au départ? Il y avait 2 groupes. Ça s'est changé en 3 groupes. On a beaucoup plus de derby que ce qu'on attendait en fin de compte. Oui. Les derbies, quelle que soit la formule, ils resteront. Parce qu'à 2 groupes, les derbies resteront. On parle des derbies du groupe. On les aura plus souvent comme ça. Les groupes de l'Est, les 12 clubs qui sont dans le groupe de l'Est, même à 18 ou à 24, ils joueront les derbies. Si, ils resteront. Parce que ça ne changera absolument rien du tout. Nous étions à 2 groupes de 18 pour chaque groupe. Malheureusement, vu la conjoncture actuelle. La conjoncture actuelle, le Covid qui nous a contraints à démarrer le championnat à la mi-février. Nous ne pouvons pas maintenir en aller-retour le groupe de 18. Nous avons consulté, associé l'ensemble des clubs pour la formule adoptée exceptionnelle pour cette année. Il y avait 3 formules, 4 groupes de 9, 3 groupes de 12, ou maintenir les 2 groupes de 18. On a les simples, pas en aller-retour, impossible de jouer 34 journées. Donc, en toute liberté, les clubs ont choisi donc, de jouer en 3 groupes de 12. Moi, je trouve que cette formule est adéquate, vu la situation que nous sommes en train de vivre cette saison, et sans jeter la pierre à personne, à quiconque. L'exemple aurait dû être fait déjà au niveau de la première division professionnelle. Parce que là, comme nous sommes en train de suivre, on va en parler tout à l'heure, oui. Il y a 38 matchs. Et là, quand on voit le CRB actuellement qui cumule 4 matchs de retard, qui va encore cumuler des matchs de retard, l'Entente de Sétif, le Mouloudia, la JSK, ça va être un marathon et ça va être très très difficile pour ces équipes et même pour les restes, parce que quand on joue régulièrement, c'est pas un problème. Mais quand on joue, les équipes contre lesquelles vont jouer ces équipes qualifiées en Coupe d'Afrique sont des équipes qui ne vont pas jouer pendant 15-20 jours. Donc ça va être très difficile pour eux et également très difficile pour les équipes qui ont des matchs de retard. Mais ce n'est pas le cas de la Ligue 2, puisque heureusement pour vous, cette saison, il n'y a pas de Coupe d'Algérie. Pour moi, c'est la meilleure formule. Ils auraient dû faire la même chose au niveau de la Division 1, faire 2 groupes, et puis tout ça, pour faciliter les choses. Effectivement, il était question de changer la compétition, le système de compétition en division 1. Et, la fédération s'est prononcée, elle était à l'écoute. Quelles sont les propositions pour revoir le système de compétition? En fait, aucun club ne s'est manifesté. Ils ont gardé donc ce championnat à 20 clubs. Ça sera très difficile, surtout pour les clubs. Nos clubs africains. Voilà, qui sont engagés dans les compétitions africaines. J'ai parlé il y a quelques instants de la Coupe d'Algérie. C'est dommage pour les clubs de la Ligue 2. Avant, c'était l'occasion pour les clubs amateurs, pour les clubs de la 3e division, de pouvoir s'exprimer, se montrer durant cette Coupe d'Algérie, de faire découvrir des joueurs, des entraîneurs, plein de monde. Pas cette saison. Dommage pour eux. Voilà, vous avez tout dit. Donc, cette Coupe d'Algérie, c'était toujours la fête des petits clubs, la fête du football, et ça permettait aux jeunes inconnus des divisions inférieures de se mettre en évidence et d'attirer les recruteurs des clubs de division 1, division 2. Malheureusement pour cette année, c'est pas possible.
Et on est certain, Inch'Allah, nous pouvons espérer que l'année prochaine, la Coupe d'Algérie reviendra, Inch'Allah. Voilà, donc on rappellera qu'il n'y aura pas de Coupe d'Algérie, mais il y aura la Coupe de la Ligue qui opposera donc les clubs professionnels de Ligue 1. Ça leur fera plus de matchs. Absolument. Voilà, c'est ce que je sais que vous allez le dire. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Déjà, en ayant 38 matchs, on n'arrivera jamais peut-être à terminer à temps. Et ajouter à cela la Coupe de la Ligue, ça devient non seulement un marathon, mais c'est pratiquement impossible. Allez, on verra ça durant les semaines et les mois à venir quand la compétition démarrera et dès qu'on rentrera donc dans la régularisation, de la mise à jour des matchs. Allez, tout de suite, on va parler de Ligue 1, 14e journée du championnat professionnel de Ligue 1 qui s'est jouée sur 2 journées, vendredi et samedi. Que s'est-il passé lors de cette 14e journée? On voit ça juste après le jingle de la Ligue 1. Et voilà, le président vient de nous dire 60% de la journée, 6 matchs sur 10, c'était au programme de cette 14e journée. Alors messieurs, je pose la question très rapidement avant de défiler, de voir les matchs. Abdelnour, en 2 mots, qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette 14e journée? C'est un peu la défaite de Médéa, qui ne méritait pas, à mon sens, qui ne méritait pas de perdre ce match-là. Ils auraient pu tout au moins avoir un match nul. Et la défaite également du CSC contre le MCO. Donc le CSC, on s'était dit qu'ils vont peut-être réagir après leur victoire Biskra, nouvel entraîneur. Mais là, ils continuent un peu à leurs mauvais résultats. Ils avaient perdu à domicile contre Ain Lila. Là, ils perdent contre le MCO également. Bon, et puis le match... Bon, c'est des matchs... Vous savez, à ce niveau-là, aujourd'hui, il ne faut plus s'étonner de rien. Maintenant, il y a des équipes qui sont plus ou moins stables, à l'image un peu de Médéa, qui a été freiné par le PAC. Bon, le PAC, on connaît un peu ses qualités, mais je pense, il y a notre arbitre qui est là, qui va en parler tout à l'heure, je pense que le PAC n'a pas besoin d'avoir des pénaltys pour gagner des matchs. On verra ça tout à l'heure. Et les gens verront les images et bien sûr prendront la décision. 20 buts au total ont été marqués. Ça me fait bizarre que vous n'ayez pas parlé du carton de la GS Saoura face à l'AS. Non, ça c'est un match, justement. Voilà. Justement. Je voulais laisser en dernier. Eh ben on en parlera tout à l'heure. l'heure. Président, en 2 mots, cette journée 14e. Quand vous dites l'effet marquant, c'est la défaite de l'USMA à Biskra, qui a ses résultats positifs. Donc il y a eu Biskra a mis un frein. Le MCO qui continue à ça. Continue, on pourrait dire la cartonner contre le CSS, ce qui est malheureux. Et surtout la jeunesse sportive de la Saoura qui a atomisé un carton, un résultat vraiment incompréhensible. On n'a pas l'habitude. Inqualifiable. La semaine dernière, surtout à Schleff. La semaine dernière, un 6-1 du MCO. Cette semaine, c'est le 6-0 de l'AS Schleff. On verra la semaine prochaine. Pourvu que ça continue. Pour le bonheur des supporters et des amoureux du ballon rond. Allez, on va démarrer avec le premier match. C'est le CS Constantine. Donc, vous l'avez entendu, qui recevait le MC Oran et le CS Constantine qui se fait surprendre à domicile par l'équipe du MC Oran sur le score donc de 3-1 avec donc début de Abdelhakim Amoukaran, 72e pour le CS Constantine. Le MCO a marqué à 3 reprises par Zoubir Modrani, 4e, Boualem Masmoudi, 32e et Mohamed El Bachir Belloumi. Encore une fois, le petit Lakhdar Belloumi qui marque à la 77e minute de jeu. Le MCO qui cartonne fort, 6 buts la semaine dernière, 3 pour ce week-end. Oui, c'est pas étonnant. 9 buts en 2 matchs. C'est pas étonnant. De toutes les façons, depuis le départ de Kazoni, quand Beladjoui a pris l'équipe, il a aligné de très bons résultats. Maintenant, avec la venue de Madoui également, qui connaît non seulement le championnat, mais qui connaît très bien le football algérien, je pense qu'ils font un duo parfait. D'abord, ce sont deux grands défenseurs, centraux, donc ils ne doivent que s'entendre. Et là, le MCO est bien parti pour faire une très bonne saison. Et puis, on voit la qualité de jeu qu'ils ont. C'est pas le fait du hasard. Donc je pense que le MCO est en train de progresser et ils ont encore une grande marge de progression pour la suite du championnat. Voilà, Maintenant, le CSC, ça devient un peu inquiétant. Pourquoi ?
Bon, il y a eu Amrani en début de saison. On s'est dit, bon, il y a eu une petite mauvaise passe. Ils vont reprendre. La démission de Amrani. L'arrivée de Hamdi. Avant l'arrivée de Hamdi, il y a eu une transition où il y avait Boutadjine qui avait pris les matchs et qui avait réussi quand même à avoir des résultats positifs. Arrive maintenant Hamdi. Hamdi, bon, on dit qu'il connaît le football algérien. Il a entraîné l'USMA une saison, hein, tout simplement. Maintenant, il revient, il prend cette équipe-là. C'est pas en une semaine qu'il peut changer la donne pour cette équipe. Mais moi, je pense qu'ils vont avoir énormément de difficultés pour se ressaisir pour la suite du championnat. Sans parler des litiges, un mot sur le trio arbitral, le quatuor arbitral de cette rencontre. Le quatuor, c'est l'un des arbitres les plus expérimentés. C'est M. Bouzala, assisté de M. Salahi, M. Kadem, le quatrième arbitre, et le jeune M. Milia. La rencontre dans l'ensemble, il n'a pas influencé sur le résultat de la rencontre. C'est ce qui est le plus important. Il y a eu quelques appréciations qu'on a vues dans des images, mais dans l'ensemble... On verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure quelques petits détails, très bien, mais dans l'ensemble, il a été très correct dans sa rencontre. Allez, autre match, c'est également un match qui a attiré et qui a tenu tout le monde en haleine. C'était le Nasr Hussein Dey qui, lui, n'avait pas droit à l'erreur. Hein. Il recevait l'USM Belabbès au stade du 20 août 55. La rencontre a été commentée et suivie par Mohamed Haouchin Ahmed Laribi et les petits jeunes, donc notre petit jeune journaliste Saïd Bouraïb qui était au pitch. Rencontre, donc deuxième rencontre de cette émission, le Nasr Hussein Dey face à l'USM Belabbès. Qui n'a pas eu beaucoup de réussite à domicile. Alors, et c'est parti pour cette belle affiche. Nasr du Sindé, USM Belabbès, du gardien Benchlef, qui va relancer carrément une balle. Attention à Benor qui va rentrer sur phase de réparation. Heureusement qu'il n'est pas tombé. Sinon, je peux vous dire que ça aurait fait des dégâts. Il est contré. L'arbitre estime qu'il n'y avait pas faute de décision. La semaine dernière, c'était Olympique de Médéa et des joueurs blessés, bien évidemment, pour de servir côté gauche avec un beau centre de réparation. Oh, quel ratage incroyable, un ballon qui a brossé sa coupe de cheveux. Oui. Et si j'ose dire, en tous les cas, il est venu en retard de quelques dixièmes de seconde. Oui, c'est vrai, Mohamed. Le NAD a fait une belle entame de match jusqu'à présent. Tout ça là-bas côté gauche, ça pèse énormément sur le flanc gauche pour le Nasr du Sindé de réparation. Et penalty, dira l'arbitre, qui était bien placé, M. Ibril. Et Schwitter qui a provoqué le défenseur, il a provoqué le penalty et le défenseur belabbésien, on va revoir certainement, les défenseurs belabbésiens ne sont pas contents, on va revoir certainement sur notre replay pour avoir une idée fixe. Regardez comment Schwitter, comment il va vers le défenseur pour le provoquer, pour attirer sur cette balle. Et je peux vous dire, Mohamed, que Schwitter, dans ce jeu-là, il est vraiment intraitable parce qu'il est petit, il est arrivé à passer entre deux joueurs. Et c'est là qu'il est un peu bousculé dans son élan. Et bien évidemment, M. Ibril, il va prendre son élan. Et but, ouverture du score pour le Nasr du Sindé par son goléador Nadji qui retrouve son efficacité et les filets alors que l'on joue exactement la 13e minute de jeu. 13e minute de jeu. Et ce penalty venu dans le premier quart d'heure va essayer de donner un capital confiance pour le NED qui en avait tant besoin. Attention, ce contre à partir de la gauche pour l'USM Belabbès. On préfère revenir sur Baouch qui va essayer de centrer au niveau du point de pénalty. Intervention, ça bafouille un peu. Et cette reprise de match qui n'a pas été cadrée. Attention au coup franc à partir de la gauche. Alignement au niveau de la ligne des 18 yards. Attention au ballon au niveau du point de pénalty. Intervention et deuxième but. Quelle balade incroyable et quelle manchette de Zarat. De la part du jeune gardien Zarat. Attention à la défense en ligne au niveau du bout de pénalty. Attention avec la légalisation. Et quel réflexe de Benchlef. Quel réflexe. Il est vrai qu'il a eu la chance d'être sur la trajectoire. Mais en tous les cas, il fallait arrêter cette reprise qu'on va revoir certainement sur ce replay. Mais quel plaisir en tout cas avec Baouch qui va mettre le feu dans la surface de réparation. Très offensif Baouch, quel beau ballon dans la surface de réparation. Attention à l'égalisation, il va tirer. Quel réflexe encore une fois de Benchlef. Wartani et l'arbitre, M. Ibril, qui va siffler la pause sur ce score de 1-0 au profit du Nasr du Sindé. Et c'est reparti donc pour cette deuxième période. Oui, on voit que cette équipe de la base. Attention au corner, il est rejoint avec cette reprise de la tête, ça cafouille un peu pour la défense sindéenne.
sorte de main, dire à l'arbitre dans la surface de réparation, non. Que dire à l'arbitre à la limite des 18 yards alors que les Belabésiens sont en train de contester. J'ai comme l'impression que c'était... Non, à la limite de la surface de réparation, que c'était bien vu en tout cas par l'arbitre. Très très bien vu de M. Ibrir. La main que touche Ben Ayad, c'est en dehors de la surface. M. Ibrir qui va contenir. Ça a été changé par l'arbitre assistant. Donc il a vu qu'il y avait un pénalty. Donc l'arbitre central, M. Ibrir. On va revoir cette action litigieuse. J'ai comme l'impression en tous les cas que c'était à l'extérieur de la surface de réparation. Regardez, sur cette balle, il est en dehors de la surface de réparation. L'ancien joueur de Magra qui va prendre son élan. Le stade qui retient son souffle des deux camps. Il va prendre son élan et il dirige parfaitement. Contre-pied parfait, exactement comme le pénalty du CND1 à la 13e minute de jeu. Transformé par le rentrant Haroun après la sortie de Belgharbi. Donc maintenant 1-1. Est-ce que cette équipe de Ned, après 2 défaites consécutives, aura cette capacité? Et Djeli Bilal en veut terriblement au juge de touche, M. Chilali. 3 joueurs à la fois, il faut le faire. Attention à cette incursion pour l'USM Belabès. Avec Mouaki qui va donner un ballon de surface de réparation. Attention, il va rentrer. Oh, attention, il se reprend à 2 fois. On a failli voir le chaos incroyable avec ce tir. Il s'est repris à 2 fois. Benchlef, en tout cas, il a eu du courage pour revenir sur le cuir et sauver son camp. Ça a été terminé par un tir que Benchlef a sorti in extremis. Attention, la surface de réparation, Benaï qui va entrer sur la surface de réparation, la vue transversale. Incroyable, incroyable que cette fin de match. Alors qu'à Biskra, l'USM Alger est toujours mené au score 1-0. Et c'est terminé, un but partout entre le Nasr du Sindé et l'USM Belabès. Beaucoup de frustration dans le camp sudéen face à ce pénalty. Et voilà donc match nul, hein. Un but partout, un score qui n'arrange ni les affaires du Nasr Hussein Dey des 100 heures, ni celles de l'USM Belabès. Évidemment, maintenant, 2 buts sur balle arrêtée, 2 pénaltys. Notre cher ami va pouvoir en discuter. Mais le NAD a raté beaucoup d'occasions. Et également du côté de Belabès, ils ont eu quelques occasions, mais le gardien du NAD, Benchlef, a fait de très bons arrêts. Il a été excellent. Ouais. Donc moi, le résultat nul est peut-être acceptable au vu du match, mais c'est vrai que le NAD avait besoin des 3 points. Malheureusement, il se contente d'1 point. Et là, Dziri en avait parlé, il se crée des occasions, il n'arrive pas à les concrétiser. Donc il y a un travail à faire énorme pour qu'ils puissent retrouver un peu la joie de marquer des buts. Président de 2 équipes qui ont eu énormément de départs en entame de saison. Le Nasr Hussein Dey avec un peu plus de 13 départs. Belabès également, beaucoup de problèmes pour trouver un entraîneur, beaucoup de problèmes pour démarrer la saison. Ils ont des difficultés cette saison, les équipes. Effectivement, les départs, c'est les meilleurs éléments qui ont quitté ces clubs. Pour le Nahd ou pour Belabès, surtout les problèmes, surtout Belabès a eu énormément de problèmes. Et lui, ce sera très difficile de se remettre sur pied, mais maintenant, au point de vue résultat, ils reprennent. Et le Nahd, on leur souhaite du lendemain meilleur, parce que après, avec la venue de Dziri, ils ont commencé à reprendre des couleurs. À reprendre des couleurs, effectivement, en or. Je pense que je leur souhaite que le passage à vide pour l'un et l'autre, parce que ce sont 2 grandes écoles du football. On leur souhaite tout le bien pour la suite du championnat. Rapidement, le cas arbitral, on en parlera tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à voir. Beaucoup de choses, de situations de jeu. Alors, M. Ibrir a assisté de M. Chilali, M. Menassa, le 4e arbitre, M. Mohamed Belkbir. Dans la rubrique arbitrage, on en parlera des 2 pénaltys coup de pied de réparation qui ont été sifflés. Allez, rapidement, on va aller faire un petit tour du côté de Sétif, du stade du 8 mai 45, le chaudron sétifien, où la rencontre a débuté depuis 19 minutes entre l'entente de Sétif et la chaîne Kotoko. 19 minutes de jeu, 20 minutes, 0-0 et un beau coup franc pour les Black Eagles, avec Smaïn Ben Qaïdia qui est au commentaire de cette rencontre. On va l'écouter. Allez, le ballon, et Malik Touré. Oh, qu'est-ce qu'il a raté, Farhani. Il était seul devant les bois, il n'avait plus qu'à mettre le ballon hors de portée du gardien. Et regardez, il n'était pas en position de hors-jeu, il n'avait plus qu'à placer le ballon, Farhani, qui est parti dans le dos des défenseurs. Mais je crois qu'il n'y a pas trop cru.
Regardez la colère du gardien Rzak Abalora. Ah oui, c'est vrai, c'est une occasion immanquable. Eh bien, on y reviendra à ce match entre les Black Eagles, l'entente de Sétifa qui, on rappelle, avait ramené une précieuse victoire de buts à 1 au match aller. Et pour l'instant, 0-0 après 20 minutes de jeu. On espère que du bonheur pour les Black Eagles et les Sétifiens. On continue à défiler. On arrive à ce match donc, entre l'AS Sochleuf et la GS Saoura. Le carton du week-end, 6-0. Les Bécharis ont survolé la rencontre, une rencontre à sens unique, comme le dit très très bien dans son sujet notre journaliste Fatah Abada, qui a commenté pour nous cette rencontre entre l'AS Sochleuf et la GS Saoura. Sans même M. Benjahan, l'arbitre central, qui donne le coup d'envoi. Adam Zorgan qui essaye d'organiser son équipe, qui échange sur le côté gauche pour Mouali. Mouali qui demande de la balle, mais la balle est trop longue et dans les mains du gardien Medjadel. Oui, c'est vrai. Attention, Khalfallah qui face au gardien. Hadji, Khalfallah qui dribble. Hadji. Ah là 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 là. Khalfallah qui rate. C'était Dadesh, oui, effectivement, c'était Dadesh. Khalfallah qui attendait le ballon du côté gauche. Oui, il a été un petit peu égoïste. Dadesh, si vous voulez, dans cette action, si on arrive à la revoir, là, il dribble le gardien. Oui, et puis là, il frappe et là, il touche à transversale. Mais il avait la possibilité de jouer sur son coéquipier, placé dans le côté gauche. Oui, mais même ce qu'il a fait, Ahmed, était intéressant. Il a dribblé la répétition. On la voit ici. Il a pris l'initiative. Merci à notre réalisateur Heikel Gasmi, à l'équipe technique. Boussif qui essaye de pénétrer et un tir assez fort, mais qui passe à côté. Là, Khalfallah qui essaye de pénétrer sur le côté gauche, qui trouve. Et oh là 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 là, ce que Dadesh a raté. C'était très bien joué de la part de numéro 5. C'est Boudoumi qui avait commencé l'action, qui a bien trouvé Khalfallah, qui a fait ressortir la balle sur Dadesh. Dadesh, ouais, qui a l'âge. Khalfallah qui donne une passe en retrait sur Dadesh avec son pied droit intérieur. Il n'a pas su comment cadrer le ballon. Il y a Naas qui est parti. Naas qui est parti, qui a demandé sur le côté droit. Attention, l'attaque est dangereuse. Attention. Et le premier but, c'est le premier but de l'Olympique de Médéa dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. On revoit l'action. Merci Heikel Gasmi, merci à l'équipe technique. C'est Khalfallah suite à une belle pénétration de Naas. À l'instant, Monsieur Benjahan siffle la fin de la première mi-temps par le score de 1-0, but marqué par Khalfallah dans les arrêts de jeu à la 48e minute de jeu. De retour au stade de Dar el-Bayda, Omar Ben Rabah, pour suivre la deuxième période de ce match Paradou Athletic Club face à l'Olympique de Médéa. Apparemment, on reprend les mêmes et on joue. Et puis, j'ai envie de parler d'une chose. La configuration a changé par rapport... Attention. Et l'égalisation de Boussif. Alors, la balle est venue de Zarrouki. Et c'est le 43, c'est Boussif, effectivement. C'est le buteur maison de part et d'autre. Alors, le Paradou Athletic Club est rentré directement dans le vif du sujet. Et à quelques instants du départ, il nive la marque. Nous sommes donc à un but partout entre le Paradou Athletic Club et cette formation de l'Olympique de Médéa. Ils les ont pris à froid. Et Mouali. Tu as raison, c'est Mouali. La balle est revenue vers le Naas qui a trouvé. Quelle est belle l'action de Medden. Quelle est belle l'action de Medden. Dommage que Khalfallah soit en position de hors-jeu sur Kadri. C'est ce que je disais tout à l'heure, Ahmed. Ils arrivent à trouver le coéquipier dans le dos du milieu de terrain. Belle action et c'est dommage. Et c'est un penalty sifflé par M. Benjahan. Là c'est Kadri. Kadri. Voilà, il donne le ballon et juste après c'est Zorgan. C'est un 1-2 entre Zorgan. Je ne sais pas Ahmed, je suis incapable de le dire. Pour dire qu'il y a contact, on va le voir. Il y a contact, mais bon, on laissera ça à notre ami Mohamed Bichari. Oui, si on arrive à décortiquer cette action, on sent que Naas ne touche pas assez
Kadri. Il cherchait le ballon en fait, mais vous savez, dans la surface de réparation, Ahmed, Voilà, on voit il y a Naas qui prend, voilà, vient pour prendre le ballon. Et puis il y a eu une légère poussette. Messibeh, et qui arrive à marquer le deuxième but à la 73e minute. Messibeh qui double la mise. Là, c'est le Paris Athletic Club qui mène à la 73e minute par 2-1. Et on revoit la répétition, bien tiré. Ouais. Jadel était avec le ballon, mais Oui, il le est ballon parti était du bien bon côté, passé. mais c'est un ballon qui a fui. Je pense qu'il est parti en retard, Ahmed aussi. Un petit peu en retard, mais généralement, c'est des pénalités qui se transforment en but. Et puis, comme le football est imprévisible, Fatah. Ahmed, il était très clair qu'on pouvait marquer d'un côté ou d'un autre. On le Oui, voyait. mais ce qui a changé, c'est que Médéa a ouvert le score. Et puis, d'entrée en deuxième mi-temps, il y a eu l'égalisation. Et juste après, il y a ce penalty. Donc, il y a un changement de décor au niveau du score. Mais je peux vous dire, Fatah, que cette équipe de Paradou nous a habitués à ne pas savoir gérer les fins de rencontre. Est-ce que ça va se répercuter aujourd'hui? L'instant même, Monsieur Benjahan qui siffle la fin de cette rencontre par une victoire. Et voilà donc, et autant pour moi, hein, désolé, donc c'était le résumé du match Paradou Athletic Club donc, qui recevait l'Olympique de Médéa, hein, le leader, hein, qui chute à Darbeida face au Paradou sur le score de 2-1. Le commentaire était signé Fatah Abada Ahmed Laribi. Rapidement, le Paradou qui met fin à une série de 9 matchs sans défaite pour l'Olympique de Médéa. Non seulement qui met fin aux victoires de l'OM Médéa, mais également, il faut signaler également que Hadjar a été expulsé également. Oui, carton rouge pour Carton Hadjar. rouge, c'est étonnant parce que bon, il a rouspété, je crois, sur la décision de l'arbitre quand il avait sifflé le penalty. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais non, donc ils ont été doublement pénalisés. Non seulement ils perdent le match, ils perdent leur entraîneur pour le prochain match. Ah oui. Je disais, pour Médéa, c'était 8 victoires, hein, donc 8 matchs. Oui. Donc, fin de série pour Médéa face au Paradou, qui reprend des couleurs. Hein, Paradou qui n'a pas gagné depuis très longtemps, et eux aussi. Donc, Effectivement, mais Paradou s'est amusé à collectionner pas des nuls. des matchs saison. nuls, oui, surtout. Des matchs nuls, ils ne perdent pas, mais ils ne gagnent pas. Dans l'affaire, ils perdent 2 points, mais ils gagnent 1 point. Ils ont 8 matchs nuls Ouais, hein, oui, sur 14 matchs. Mais il faut souligner l'excellent comportement de Médéa cette saison. On allait chez elle ou en déplacement. Donc, 8 journées, 8 matchs sans défaite. Je pense que l'OM Médéa mérite toutes les félicitations des amoureux du football. Et voilà, et c'est dommage pour Chérif Hadjar qui se prend un carton rouge, on en reparlera tout à l'heure, le quatuor arbitral. Dirigé par M. Benjahan, assisté de M. Arraf, M. Ayed, le 4e arbitre, M. Haddad. Dans la rubrique arbitrage, on aura quelques détails à donner aux Il y a téléspectateurs. beaucoup d'actions à voir. Beaucoup d'actions. Voilà, surtout dans ce match. Surtout dans la surface de réparation. Surtout dans la surface de réparation. Allez, retour à ce match. Donc, Aïsso Chlef, jeunesse sportif de la Saoura, le carton des Béchari du côté de Chlef. Le commentaire de ce match est résumé par, plutôt signé, Fatah Abada toujours. Un match à sens unique et un festival de buts au stade Boumzreg de Chlef. D'emblée, les Béchari se sont portés vers l'attaque. À la 14e minute, El Hamri, qui a déjoué le hors-jeu, se retrouve face à Meddah et ouvre la marque d'une facilité inouïe. Vers la fin de la première mi-temps, les Béchari mènent un contre rapide. Meddahi déborde sur le flanc droit et sert idéalement Qaïdi qui prolonge le cuir dans les buts de Meddahi. À la 44e minute, Zaidi se défait de 2 défenseurs dans l'axe et va inscrire le 3e but de la GSS. Sur ce, l'arbitre Bouterra siffle la mi-temps. De retour des vestiaires, on s'attendait à une vive réaction de l'ASO, mais en vain. Les Béchari continuent de presser leur vis-à-vis et faire cavalier seul. Et Zaidi récidive et réussit un doublé à la 57e minute. Un 4e but qui a scié les jambes des Chérifiens qui ne pouvaient plus réagir.
À la 60e minute, Messoudi, parti dans l'axe de la défense, s'est retrouvé nez à nez avec Meddeh, qu'il arrive à surprendre. Le 6e et dernier but de la GSS a été inscrit par Yahya Sherif qui venait de faire son entrée sur le terrain. Une défaite historique que les Chérifiens devraient vite oublier. Abdelnour, là je vous tends la perche pour parler de ce fameux 6-0 de la GS Saoura face à l'AS Schleff. C'est étonnant de la part de Schleff. C'est incompréhensible. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce match-là. Je pense que les joueurs de Schleff n'étaient pas du tout dans le match. Quand on revoit un peu les buts, on avait l'impression que la défense, tout le système défensif c'était une passoire. Donc je crois que 6-0 c'était quand même bien payé. Nous qui avions l'habitude de voir Schleff jouer dans de très bonnes conditions, avoir une défense très, très costaud, ils ont encaissé 12 buts. Maintenant, là, en 6 buts, ils se retrouvent parmi les plus mauvaises défenses. Il y a quelque chose qui a dû se passer pendant ce match-là. Pour moi, ce n'est pas un résultat qui reflète exactement le niveau de cette équipe de Schleff. Schleff, quand même, aurait pu mériter mieux. Bon, ils peuvent perdre. Mais comme tout à l'heure, on en parlait avec notre ami Bichari, on peut perdre un match de 1, 3-1, mais 6-0, ça veut dire qu'il y a un abandon total, pour moi. Mais le problème, c'est que c'était un sens unique, voilà. le match. Donc il y a un abandon total des joueurs pendant tout ce match-là. Donc il va falloir trouver ce qui s'est passé réellement. C'est pas pour enlever le mérite un peu de la GS Saoura, qui même après le départ de Mziane a quand même montré que c'était une équipe avec laquelle il faut compter dans le championnat. Ils nous avaient, depuis qu'ils sont au niveau de la division 1... Depuis qu'ils ont accepté, ils ne sont plus descendus. Ils ne sont plus descendus, puis ils nous ont toujours habitués à être parmi les 4-5 premiers du championnat. Président, il n'y a rien à dire sur le 6-0. Non, 6-0, absolument rien à dire, mais depuis le début du championnat, l'AS Schleff alterne le bon et le moins bon. Parfois, il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu 4-1. Déjà, il y a quelques semaines. Ils ont pu redresser la barre. Par la suite, ils ont gagné en déplacement. Mais ce 6-0, on ne peut pas lui trouver de justificatif. Ils sont appelés à revenir le plus tôt possible. Sinon, ce 6-0 risque de faire très mal pour l'avenir pour le reste. C'est ce qu'on ne souhaite pas pour cette équipe de l'AS Schleff. Le quatuor arbitral. Alors le trio, il a été changé. Au départ, c'était M. Bekwassa Eliès. Il était sollicité sur le continent africain. Il a été changé par M. Boutra, assisté de M. Ben Ali, M. Halem. Le quatrième arbitre, c'était toujours le même, c'est M. Kossayar. Le match en lui-même, le match, on ne peut pas parler de match. Je pense que là, le score on parle de lui-même. Il n'y a pas eu match. L'arbitre, on ne peut même pas le juger sur une rencontre pareille. C'était une rencontre tout simplement à gérer par l'arbitre qui l'a bien dirigée. Allez, autre rencontre, la 5e de cette soirée, c'est l'US Biskra qui, elle, recevait l'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger qui alterne le bon et le mauvais. Biskra également qui alterne le bon et le mauvais. Et c'est Biskra qui va prendre le dessus sur l'USMA d'Alger. Un seul but suffit donc à l'équipe de Biskra pour s'imposer grâce à Hamza Salem, 52e minute de jeu. Et l'USMA qui retombe dans ses travers. Oui, c'est pas un score surprise. On s'attendait à ce qu'il y ait un rebondissement de l'équipe de Biskra après la venue de notre ami Azdin Aïdjoudi. Le premier match, ils n'avaient pas réussi à gagner. Ils avaient perdu contre le CSC. Et là, ils reviennent contre l'USMA. Ce n'est pas une surprise. Je crois qu'ils ont fait l'essentiel pendant ce match-là. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que l'USMA, une semaine auparavant, avait perdu contre Ain Ila. Et là, ils étaient dans l'obligation de revenir de Biskra avec un résultat positif. Là, malheureusement, ils perdent les 3 points. Tout ce que je souhaite, c'est que l'USMA ne retombe pas en crise comme en début de saison. Parce que là, sur 2 matchs consécutifs perdus, on pensait que l'USMA, ça y est, que la machine avait repris
pris un peu du poids de la bête. Et là, on s'aperçoit que pendant ces 2 matchs-là, il n'arrive pas à gagner. Et il y a un gros problème, et c'est l'entraîneur qui l'avait souligné, l'entraîneur de Frogier. Il avait dit qu'on fait le jeu, mais on n'arrive pas à concrétiser. Donc maintenant, il faut trouver la solution pour que tout ce que je souhaite, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il ne retombe pas en crise. Ils se sont découverts un buteur, hein, peut-être à l'image de Hamza Koudri, mais qui est resté muet lors de ce match. Président, très rapidement également, Biskra, qui perd le week-end dernier, qui gagne ce week-end. Biskra, il lui fallait les 3 points, surtout chez elle. Je pense qu'elle fait plus ou moins pas de mauvais résultats après son redressement et qu'il est en train de faire de bons résultats. Cette défaite à Biskra, je pense que c'est les Biskri qui l'ont cherché plus que l'USMA. Oui. Le Quatuor. Le Quatuor, c'est le plus jeune armée de la Ligue 1 professionnelle. Il est encouragé et surtout à l'encadrer très bien. C'est M. Touabti, assisté de M. Belarma, et M. Bozlik. Le 4e arbitre, c'est M. Chafag. Pour dire que la rencontre s'est bien déroulée, je dirais même il a géré son match en même 2 mètres et surtout par rapport à son âge. Bêtes blessées, hein, qui avaient perdu le week-end dernier. Et par rapport surtout à son âge et son inexpérience, chapeau à ce jeune. Eh oui, et chapeau également donc à cette équipe de Biskra qui a su remonter la pente après sa défaite le week-end dernier. Une victoire qui lui permet peut-être de souffler un petit peu, mais qui reste quand même à la 16e place du classement général. Allez, on arrive à la dernière rencontre de cette 14e journée. C'est le Wydad de Tlemcen qui lui recevait la lanterne rouge du championnat. Le Kaba Borj-Bouarelej qui depuis l'entame de la saison est toujours lanterne rouge avec 14 matchs joués. Aucun match gagné, 4 matchs nuls et 10 matchs perdus. Ils ont marqué 9 buts, ils en ont encaissé 26 et ils viennent d'encaisser encore 3 buts ce week-end face au Wydad de Tlemcen. Le résumé de la rencontre est signé Sarah Derbel. En déplacement à Tlemcen, le Cap Borj-Bouarelej a concédé sa 10e défaite de la saison en s'inclinant sur un score de 3 buts à 1 face au Wydad de Tlemcen. Dès les premiers instants de la rencontre, les locaux se sont installés dans le camp adverse, mais les coéquipiers de Belalem n'ont pas réussi à trouver la faille dans la défense des Criquets. De leur côté, les visiteurs ont également raté quelques occasions, comme celle de Mebarki et ce coup franc de Zerden, botté par le portier du Watt. Les 2 équipes ont donc quitté la pelouse à la pause sur un score nul et vierge. De retour des vestiaires, les poulains de Ben Chadli avec plus de détermination ont ouvert le score 3 minutes plus tard grâce à Touil. Les locaux continuent de créer des occasions et parviennent à aggraver la marque grâce à Touil encore une fois à la 56e minute de jeu. Les protégés de Bousbéa ont tenté de réduire la marque par ce contre, mais le jeune Asli a profité pour offrir le 3e but au Wydad de Tlemcen. Dans le temps additionnel, les jaunes et noirs ont réussi à inscrire un but signé Rahba. Et c'est donc sur un score de 3 buts à 1 en faveur du Wad Tlemcen que cette rencontre s'est achevée. Avec le résultat, le Bouarelej est la seule équipe à n'avoir encore gagné aucun match, alors que cette victoire permet au Watt de respirer et s'éloigner quelque peu de la zone rouge. في الدقائق الأخيرة من المقابلة تلقينا هدف وأنا كنت تمنيت باش المقابله تبقى ب 3-0 او حتى اكثر اهداف باش دائما في الترتيب يكون عندنا ترتيب احسن، والحمد لله نظن اليوم المقابله هذه ساعدتنا بزاف باش نعاودوا نحسنوا الترتيب تاعنا. هذه نتيجه قاسيه جدا وين كنا معولين ولو نرجعوا بنقطه، وهذا بالفعل واش شاهدناه من اللاعبين في الشوط الثاني وين كانوا ند مع الفريق تلمسان. Et voilà donc encore une défaite pour le Kabat de Borj-Bouarelej qui doit impérativement se rattraper. Le championnat est encore là, il reste encore beaucoup de matchs, il y a toujours possibilité pour un retour. Et puis bravo au Wydad de Tlemcen qui, comme l'a dit Sarah, peut enfin respirer. Allez,
Le quatuor arbitral, rapidement avant d'aller sur la partie litige et la rubrique litige. C'est le meilleur arbitre de la saison passée, M. Gamour, assisté de M. Tamarabat et M. Bouima. Le quatrième arbitre, c'est M. Tayyib Bouderbala. Aucune action litigieuse. Il a géré son match d'une manière très convenable, présence physique, tout ce qui en suit. Je tirais à chapeau vraiment pour ce jeune arbitre qui a, l'année passée, été l'un des meilleurs. Il a fait... Il confirme cette saison. Il confirme cette saison de match en match. Eh bien, tant mieux pour lui et on espère que ça continuera pour tous les arbitres. Donc, du championnat, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 ou même à l'interrégion, puisqu'il y a aussi des matchs, ça n'a pas encore démarré, mais ça sera pour bientôt. Allez, sans trop nous attarder, on va passer à la partie et à la rubrique litige, action litigieuse lors de cette 14e journée. Il y a 3 matchs qu'on va revoir très rapidement. On va commencer par le CS Constantine face au MC Oran. Il n'y a pas grand-chose donc à dire sur ce match. Le MC Oran s'est imposé sur le score de 3-1. Il y a quelques occasions. On parlait peut-être d'une position d'hors-jeu sur le deuxième but du MC Oran. Très bien, non, il n'y a aucune position de hors-jeu. On voit au départ du ballon que le joueur était l'avant-dernier défenseur. Je pense beaucoup plus c'est une maladresse technique. Et vu la situation de la caméra qui est vraiment très bien passée, il n'y a pas de position d'hors-jeu. Le but est limpide pour le MC Oran. Sur ce coup franc et cette occasion pour le CS Constantine, donc c'est le but. Là aussi, on parle peut-être... Même chose ici, il y a les joueurs qui sont derrière, il faut toujours juger au départ du ballon, il n'y a pas de position d'hors-jeu. Alors, si vous voyez, il y a un joueur, le numéro 3, je pense, du MC Odoran qui est de ce côté-là. Pas de position de hors-jeu. Le but est très limpide pour le CS Constantine. À part ça, il y a une action où le gardien de but du CSC manie le ballon, mais c'était sur la ligne de but. Sinon, dans l'ensemble, il n'y a absolument rien à dire. La rencontre s'est déroulée. Ce qui est le plus important, le score est flatteur, mais ce qui est le plus important, le fair play exemplaire des 22 acteurs sur le terrain. Et il n'y a pas eu de contestation dans ce match. Allez, deuxième match, le Parado Athletic Club qui recevait l'Olympique de Médéa, 2-1 pour les Pakistes face aux joueurs de Médéa. Et là, il y a quelques situations qu'on va voir avec vous, Béchari. Il y a quelques situations qu'on va essayer d'expliquer. Ça, c'est la première situation. On voit au départ du ballon que le numéro 7 n'était pas en position de hors-jeu. Mais là, quand il passe le ballon au joueur qui vient de marquer le but, le joueur était plus avancé que lui. Là, il n'y a pas de position de hors-jeu. Au départ du ballon, pas de position. Très important, il part de son camp. Il n'y a plus de position de hors-jeu, on ne parle plus. Mais à cet instant-là, quand il fait sa passe au joueur qui est plus avancé que l'avant-dernier défenseur, la position d'hors-jeu est bien signalée du premier assistant. En ce qui concerne le coup de pied de réparation, le penalty qui a été sifflé, on voit que le défenseur de l'OM Médéa, c'est lui qui précède le joueur du Parado AC. Et en plus de ça, c'est le joueur du Parado qui fait un crank en jambe à lui-même sur le joueur. Voilà, c'est-à-dire c'est une chute dans le feu de l'action. C'est-à-dire c'est pas une simulation. Pas de faute, pas de coup de pied de réparation en faveur du Parado AC. Cette action-là, l'OM Médéa, ils ont réclamé une main. Le joueur d'abord, il est en dehors de la surface de réparation. Ajouté à ça, il n'y a pas d'agrandissement. La main est collée au corps. Il n'y a pas de faute de main. C'est-à-dire l'arbitre a bien jugé dans cette situation. Il reste une dernière action qui est celle-là. Il y a une action... Très bien, on essaye, c'est le combat sur le ballon, la possession du ballon, c'est des challenges. En fin de compte, le joueur de l'OM Médéa faute, il est en train de faucher, c'est-à-dire c'est un challenge. Si c'était une autre position, voilà, on aurait... On le voit ici, très bien, il vient de derrière, il le fauche. S'il était en face des buts, il aurait pu lui donner un carton rouge, mais vu que c'est un challenge, il est en train de jouer le ballon, c'est un coup de pied de réparation en faveur du Parado AC, en plus d'un carton jaune en faveur du défenseur de l'OM Médéa. Qui n'a pas été sifflé par l'arbitre. Ils ont le droit de faire des erreurs aussi. Voilà. Ils n'ont pas le ralenti comme nous. Il faut à chaque fois le rappeler. Allez, on va continuer avec le dernier match. C'est le Nasr Hussein Dey qui recevait l'USM Belabès, un but partout. C'est le match où il y a eu le plus de situations litigieuses, je pense. Je pense que c'est la même chose par rapport au match de l'OM Médéa. Il y a deux situations, c'est des coups de pied de réparation qu'on va voir ensemble. Il y a le premier coup de pied de réparation qui a été signé qui a été sifflé en faveur du net de Hussein Dey. Là, on est en train de voir, il fait un dribble. Le joueur du USMBA, il le touche par le bras. Il le touche aussi avec une petite imprudence par le bas. C'est un coup de pied de réparation en faveur sans carton. Très important d'insister parce que c'est une imprudence. D'accord ? Ça, très important. Ça n'a pas été donné. Ajoutez cela, le placement vraiment excellent de M. Ibrir sur cette action. La deuxième situation qui est là, et ça c'est à discuter,
C'est à cause de ça que je dirais toujours que l'effet 1, le joueur il est en dehors de la surface de réparation. C'est très important. Voilà. La chose la plus importante pour moi, c'est pas à l'intérieur ou à l'extérieur, ça c'est les nouveaux amendements 2020-2021 du board FIFA. C'est-à-dire que le ballon, quand il touche le creux axillaire, c'est sous l'aisselle, le bras, le tiers supérieur du bras n'est pas considéré comme main, il fait partie du corps. À partir du deuxième tiers, et en descendant vers le bas, c'est à partir de là, on parle de faute de main. Le bras, le tiers supérieur du bras n'est pas considéré, il fait partie du corps. Alors que si vous voyez que le ballon, il a touché l'aisselle, c'est-à-dire le creux, voilà, très bien, le creux, et en plus, c'était à l'extérieur. Pas de main, je dirais, pas de faute de main. Ajouté à cela, le ballon était à l'extérieur de la surface de réparation. Dans cette situation, l'arbitre a sifflé faute de main et son assistant, M. Chelali, lui a dit que la faute était à l'intérieur. Il a induit en plus de ça en erreur. J'aurais aimé que la faute serait restée à l'extérieur qu'à l'intérieur. Coup de pied de réparation inexistant, pas de faute de main. Excusez-moi, docteur. Est-ce que ces amendements, les arbitres le connaissent et est-ce qu'ils l'appliquent? Bien sûr, c'est une obligation parce qu'ils sont, c'est à eux de les pratiquer. C'est à cause de ça que je dirais, au début de la saison, ils ont fait un séminaire très court. J'aurais aimé, après 8 mois d'absence, vu le Covid-19... À vous suivre, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Non, c'est pas nouveau. Voilà. Non, c'est pas nouveau. C'est à cause de ça. Vous savez, l'absence de 8 mois... j'ai compris votre idée. J'ai compris votre idée. Cette absence de 8 mois, le séminaire début de saison aurait dû être prolongé pour remettre les arbitres dans le bain. Messieurs, merci beaucoup. Docteur Bichari, merci pour tous ces éclaircissements. Tout le plaisir. On vous retrouvera bien sûr éventuellement le week-end prochain pour d'autres, bien sûr, actions litigieuses. On ne le souhaite pas et c'est le moment, réellement le moment de commencer à réfléchir au VAR pour éviter, donner un coup de main, aider ces arbitres à faire leur boulot convenablement pour qu'il n'y ait plus de situations litigieuses. C'est pas qu'on n'a pas envie d'avoir Bichari avec nous, au contraire, hein, c'est un plaisir de l'avoir, mais ça permettra d'éclaircir bien les choses et il viendra pour nous donner des explications, le pourquoi de la chose. Allez, sans trop nous attarder, on va aller voir le résultat, le classement et le programme du week-end prochain avant de parler de la Ligue 2. Il ne reste pas beaucoup de temps et on verra 3 gros matchs de cette Ligue 2. Allez, tout de suite, résultat, classement et programme de la Ligue 1. Voilà, je disais encore de très très belles affiches hein, pour la 15e journée le week-end prochain avec ce Mouloudia d'Alger, GS Kabylie, le fameux classico, hein, comme on l'appelle chez nous, ici donc à Alger, entre le Mouloudia d'Alger et la GS Kabylie à suivre de très très près, puis le déplacement du Chavelier de Belouizzad du côté de Borj Bouarerja. Les sans trop nous attarder, on passe à la Ligue 2 avec la 2e journée de championnat amateur de Ligue 2, puisqu'on a le président de la Ligue amateur qui est avec nous, Ali Malek, qui est présent avec nous. On voit ça juste après le jingle. Allez, on aura bien sûr un match et un reportage à suivre cette émission consacrée à cette Ligue 2 pour voir la rencontre donc, du RC Kouba qui, elle, donc relevait le Mouloudia de Béjaïa et puis un reportage sur cette équipe du RC Kouba qui joue la Ligue 2 cette saison pour reparler de ce club mythique, le Rayed d'Al Qobba, comme on l'appelle. Président, après 2 journées, comment est-ce que vous évaluez la situation de cette Ligue 2 avant de voir donc et de voir les résultats donc de cette Ligue 2? Alors, je pense que les 2 premières journées se sont déroulées dans un cadre sportif. Il n'y a aucun dépassement de... C'est tout à revient aux responsables des clubs, les staff techniques, mais les joueurs sur le terrain, même les je souhaite qu'on puisse continuer sur cet élan de journée sans aucun incident notable.
Sur le plan sanitaire, ça se passe comment? C'est pas de complications? Plan sanitaire, pas de complications, parce qu'on a pu bénéficier de l'expérience de la Ligue 1. Pratiquement, même, nous avons eu des conseils par des responsables de la Ligue 1. Et les clubs, ils n'ont pas les moyens des clubs de la Ligue 1, mais quand même, je pense qu'ils ont mis les moyens qu'il faut pour que, du point de vue sanitaire, les rencontres puissent se préparer et se dérouler dans les conditions sanitaires acceptables. Allez, avant d'aller voir le premier match, on devait voir les 3 grosses affiches, donc à l'est, à l'ouest et au centre, avec je disais le RC Kouba qui recevait le Mob de Béjaïa, mais également la GSM Tiaret qui recevait l'Azmo d'Oran et le Big Derby également entre l'USM Khanchla et l'Aïs Khroub. On va aller voir ce match nul entre le RC Kouba et le Mob de Béjaïa, auquel a assisté notre collègue Saïd Fellek qui était au stade d'El Kouba pour suivre cette formation du Raïd qui recevait le Mob de Béjaïa. Victorieux à Amsila lors de la première journée 3-1, le RC Kouba voulait confirmer ce brillant succès à domicile en accueillant la très jeune formation du Mob Béjaïa qui a présenté pour cette rencontre 7 joueurs de l'équipe réserve dans le 11 rentrant puisque les 17 nouvelles recrues attendent toujours d'être qualifiées par la LFP. Et la première alerte de la partie est à mettre à l'actif des visiteurs, mais la tête de Qassi Samir n'est pas cadrée. Dans la foulée, Amran réplique par cette action, mais lui aussi ne cadre pas. À la 22e minute, le Mob se procure une réelle occasion d'ouvrir la marque, mais la belle frappe enveloppée de Lebbouri est parfaitement déviée en corner par Brahimi. Les Mobistes poursuivent leurs offensives, Adjati s'avance, tire, mais sa frappe manque de puissance. Nedjar sur ce coup franc a failli donner l'avantage aux Koubéens. Et alors qu'on se dirigeait vers la fin de la première mi-temps sur un score vierge et sur une grossière erreur défensive, Lebbouri se retrouve face au gardien Brahimi et réussit à ouvrir la marque. En deuxième mi-temps, c'est un RC Kouba plus déterminé qui s'est présenté sur le terrain et suite à ce coup de pied arrêté, Merbeh pourtant bien placé, rate l'immanquable. L'égalisation des Koubéens interviendra à la 64e minute après ce joli mouvement collectif conclu de fort belle manière par le capitaine Fares Amran. Dix minutes plus tard, le rentrant Baïtesh, après un superbe retourné acrobatique, trouve le jeune gardien Hamidi. La pression du RCK se poursuit, centre de la gauche, le gardien rate sa sortie, mais fort heureusement pour lui, un coéquipier est là pour repousser le ballon sur la ligne. À 5 minutes du terme, Boumaïsa, sur ce coup franc direct, bute une nouvelle fois sur l'excellent Hamidi. Et c'est sur ce score de parité que l'arbitre Defri siffle la fin du match. Aujourd'hui, on a joué avec 7 espoirs, parce que j'ai eu 2 blessés le match de GSMB, 2 blessés. Malheureusement, c'est des blessés, c'est des seniors. Alhamdoulilah, l'essentiel que ces joueurs-là, ils ont donné satisfaction. On a fait un système de jeu qui est basé en 4-5-1 lorsqu'on défend et 4-Tawa lorsqu'on attaque. J'ai laissé un petit peu les arrières latéraux, je ne les ai pas laissés monter. Mais dans l'ensemble, on a marqué au bon moment. Ils ont égalisé, je crois que le nul est équitable pour les 2 équipes. Malheureusement, on a joué sous une grande pression la première mi-temps, on n'était pas efficace devant. À la fin de la mi-temps, on a fait une erreur. On a prévu qu'ils vont jouer avec des contre-attaques. Donc, le moment où on a reçu le but, c'était à la mi-temps. On a réglé on a donné des consignes, on a réglé un petit peu notre dispositif avec l'incorporation de quelques joueurs qui savent garder le ballon. On a pu revenir dans le match. Et voilà, donc c'était les 2 entraîneurs, Karouf et puis Hamissi, donc l'entraîneur du RC Kouba, et Karouf, l'entraîneur du Mob de Béjaïa, qui était au micro de Saïd Fellek. Président, on a entendu Karouf, le Mob de Béjaïa, qui pour l'instant n'a pas encore récupéré ses licences. Il a joué avec 7 joueurs espoirs. Problème de licence? Non, effectivement, ils n'ont pas récupéré, tout le monde sait pourquoi, parce qu'ils n'ont pas encore, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore réglé les dettes auprès de leurs joueurs. Les anciennes licences. Les anciennes licences, nous attendons, ils devaient les payer,
régler ça avec leurs joueurs. Mais je pense que je souhaite que pendant cette semaine, durant cette semaine, ils régleront ça et ils pourront récupérer les licences des nouvelles recruteurs. Ah oui, c'est le mal qu'on souhaite. Allez, pour finir donc cette partie consacrée au sujet, on va suivre le reportage qu'a réalisé donc notre collègue Saïd Fellek, qui a voulu s'intéresser à ce club mythique qui est le Raïd Al-Qubba, le Raïd de Kouba, qui a enfanté d'énormes joueurs. Abdel Norkawa, on peut les citer, ils sont nombreux, hein, des gardiens de but, des joueurs. Voilà, la liste est très très longue. Une équipe, un club qui est tombé dans ses travers, qui est tombé donc dans l'amateurisme, peut-être défaut d'argent, défaut de stade, problème de terrain, problème de gestion, plein de choses se sont passées dans ce club qui aujourd'hui revient et tente de se frayer une place parmi l'élite. Saïd Fellek s'est intéressé à ce club mythique du football algérois. Le RC Kouba, ce grand club au passé glorieux, retrouve cette saison la Ligue 2 après une année passée en division interrégion. Les Verts et Blancs ont connu des moments très difficiles ces dernières années, avec notamment une instabilité sur le plan administratif qui a mis à mal l'équipe Fagnan. Les supporters qui ont toujours été là pour soutenir leur équipe fétiche malgré les désillusions répétées ne veulent plus revivre les épisodes passés et rêvent de voir leur club retrouver enfin l'élite l'année prochaine, d'autant plus que pour cette saison, le recrutement et la préparation ont été à la hauteur. كانت عندنا une saison واعرة شوية العام اللي فات وين سفرينا كانت عندنا اون ايكيب جان ديجا صعفنا الحظ اللي طلعنا باش ما نكذبوا على حتى واحد مي هذا العام درنا اون بون ايكيب جبنا لاعبين ممتازين مع الاداره اللي وفرت كاع يعطيك الشروط تاع الخدمه بدينا بكري بدينا افون كو ما يبدونا لوتوريزاسيون كانت هذه جائحه كورونا وين حنا خدمنا مليح وعندنا لاعبين ممتازين يلفوك يديروا فيهم شويه كونفيونس يعطوا لهم دائما الدعم مليح كي تجي ليكيب تلقى انت 17 جوار 16 جوار جديد لازم تطول باش تجي هذيك لا كويزيون بيناتنا يصبروا علينا شويه الانصار وحنا رانا هنايا ان شاء الله ما يخيبوهمش. رائد القبه فريق عريق بالتدابر لي موان اللي وفرتهم الاداره الحمد لله ونا بيان بريباري ونا في دو ستاج وقدايا والحمد لله الامور راهي تصير في على ما يرام. الناس قاعده تتعاون سوا اللي واقفين على الفريق هذا يتعاون باش يرجعوا ليماج المليحه تاع رائد القبه ونتمنى ان شاء الله رائد القبه يولي كما كان في السابق. Du côté du staff technique, on préfère rester prudent pour l'instant et ne pas évoquer l'accession, sachant que la saison ne fait que débuter. Les ambitions, je ne peux pas m'avancer maintenant. On va jouer match par match. L'objectif de jouer les premiers rôles. Et déjà, il y a le play-off à la fin. Il faut se classer premier dans le groupe pour jouer le play-off. Donc on ne peut pas fixer l'objectif de l'accession maintenant à la deuxième journée. Mais nous avons une phase allée très difficile. On a beaucoup de déplacements. Et en attendant le mercato, Inch'Allah, pour renforcer l'équipe, je pense que l'RCK a un mot à dire cette saison, Inch'Allah. En attendant, les Koubéens devront se racheter de ce match nul concédé à Ben Haddad face au Mob en allant chercher une nouvelle victoire à l'extérieur, cette fois-ci à Blida, lors de la prochaine journée. Et voilà, promis, on vous fera également d'autres reportages sur les autres équipes qui ont fourni énormément de joueurs au football national. C'est la fin de cette émission, ça passe très vite, 1h30. Président, avant de terminer, le dernier mot pour vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Président? Ce que j'ai à dire, c'est que je félicite et je remercie les dirigeants du club et des autorités locales qui ont mis tous les moyens pour permettre au stade d'accueillir les rencontres de ce championnat, surtout avec les protocoles sanitaires qui n'étaient pas faciles à mettre en place. On les félicite et on leur souhaite de continuer, on leur demande de continuer sur cette là. Docteur Bichari, merci à vous aussi. Nos sincères condoléances à la famille Hasnaoui après avoir perdu un grand arbitre, M. Hasnaoui Abdelrahman, nos condoléances, et qui a eu vraiment un impact très important sur ma carrière d'arbitre. Merci, Docteur Bichari. J'allais dire Ahmed Laribi, qu'on salue, Ahmed Laribi, Abdel Norkawa. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et plus l'émission est longue, moins on a le temps. Voilà, plus l'émission est longue, plus il y a de trucs à voir, plus l'émission est longue. Et puis également, nos sincères condoléances à notre collègue, Chérif Chorfi, qui a perdu sa maman.
ilayhi raji'un, pardon, on leur demande bien sûr sbar à toute la famille donc de la défunte. Et puis pour terminer, allez, en bonne, pour un peu de sourire, joyeux anniversaire également au petit Elias qui fête ses 12 ans, qui nous suit bien sûr, et un petit coucou à son petit frère Wael, et bien sûr à ses parents Mehdi et Samia, qu'on salue et qu'on souhaite. Merci Abdelnour, merci Bichari, merci Ali Malek, merci à toute l'équipe technique de la Régie 7 d'avoir été avec nous, à notre, bien sûr notre réalisateur donc Mohamed, à notre script Youssef, merci à vous de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention. Dans quelques instants, le journal d'information de Canal Algérie, prochain rendez-vous sport, 52 chronos ce lundi en compagnie de Mortal Hamani. Ciao, bonsoir.